À 83 ans, Eddie Mitchell brise enfin le silence et vise directement Laetitia Hallyday, accusant les hommages de n'être que des mises en scène artificielles. L'ami de 50 ans, le parrain de Laura, n'a désormais plus rien à perdre. Et une question brûle tout. Pourquoi parler maintenant, et que révèle vraiment cette vérité? Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, la France entière se fige. Une idole tombe, et avec elle un PAN de mémoire collective. Mais derrière les larmes publiques, un autre choc surgit, plus brutal, presque inimaginable, la lecture du testament. Un document froid, rédigé aux États-Unis, qui exclut totalement Laura Smet et David Hallyday de l'héritage. Comment une telle décision a-t-elle pu être prise? Comment un père peut-il effacer ainsi ses 2 premiers enfants? Et surtout, pourquoi personne ne l'avait vu venir? Laetitia Hallyday, désignée héritière quasi exclusive, devient en quelques heures la figure la plus controversée du pays. Gardienne du foyer pour les uns, accapareuse pour les autres, elle se retrouve au centre d'une tempête nationale où chaque mot, chaque geste, chaque silence est interprété comme une prise de pouvoir. Elle affirme que Johnny a tout fait en pleine conscience, pour protéger Jade et Joy, encore mineurs. Mais cette explication suffit-elle à calmer la douleur de Laura, de David, ou même celle des millions de fans qui découvrent une fracture familiale inattendue? Et c'est à cet instant précis qu'Eddie Mitchell sort de l'ombre. L'ami de 50 ans, le frère de scène, le confident. Celui qui savait tout de Johnny, y compris ses contradictions les plus intimes. Et lorsque les caméras se tournent vers lui, il ne cherche pas à arrondir les angles. Il lâche sa phrase, simple, implacable, presque tranchante. On ne déshérite pas ses enfants. Point final. Une phrase qui claque comme une gifle. Une phrase qui marque la première fissure ouverte entre lui et Laetitia. Pourquoi a-t-il choisi ce camp? Par loyauté envers Laura, sa filleule? Par fidélité à Johnny, qu'il estime trahi par une décision trop radicale? Ou par refus de voir l'amitié devenir un silence complice? La douleur de Laura rend l'affaire encore plus humaine, plus déchirante. Elle apprend l'existence du testament au dernier moment, presque comme une étrangère. Elle écrit une lettre publique, bouleversée, où elle dit ne pas pouvoir croire que son père l'aurait effacé de cette façon. David, plus discret, ne cache pourtant pas sa stupeur. Pour eux, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de place. Une question d'amour. Une question d'existence. Et face à cette douleur, Eddie réagit comme un homme qui ne transige pas avec ses principes. Pour lui, déshériter ses enfants est une faute morale, pas une procédure juridique. Il refuse de croire que Johnny, celui qu'il connaissait depuis les années 60, aurait pu volontairement rompre ce lien symbolique et affectif. Alors une question plane, lourde, dérangeante. Johnny a-t-il vraiment voulu cela? Ou bien quelqu'un a-t-il influencé, orienté, verrouillé ses décisions dans les derniers mois? Laetitia, elle, voit cette accusation implicite comme une injustice. Elle rappelle les derniers jours de Johnny, ses souffrances, ses volontés exprimées, sa peur de laisser ses filles sans protection. Dans son esprit, elle n'a rien pris. Elle a seulement respecté la parole de l'homme qu'elle aimait. Mais comment faire entendre cela à ceux qui y voient, au contraire, une confiscation du nom, de l'œuvre, de la mémoire? Plus les semaines passent, plus le fossé se creuse. Eddie refuse de se rétracter. Laetitia refuse d'être tenue pour responsable. Le public se divise, la presse s'enflamme, et soudain, la guerre de succession n'est plus seulement une affaire familiale. Elle devient un débat national, presque philosophique. Car au fond, que raconte cette rupture? Qu'entre une mère, 2 enfants et un ami fidèle, il n'y a pas seulement un conflit d'héritage. Il y a un affrontement entre 2 visions de la justice, 2 interprétations de l'amour paternel, 2 définitions de la loyauté. Laetitia défend la volonté d'un homme mourant. Eddie défend la logique d'un père vivant. 2 vérités qui ne peuvent coexister sans s'opposer. Et c'est ici que la fracture devient irréversible. Le conflit n'est plus juridique. Il devient moral. Une bataille de valeurs, où chaque camp croit protéger l'authenticité de Johnny. Une bataille qui ne s'éteindra plus jamais vraiment. Tout explose réellement le jour où la statue Harley-Davidson est dévoilée devant l'Accor Arena. Une œuvre monumentale, massive, presque écrasante. Une Harley posée sur un manche de guitare, censée capturer l'esprit du rocker. Mais pour Eddie Mitchell, ce n'est rien d'autre qu'une défiguration. Il regarde la sculpture, se fige, et lâche le verdict le plus violent de sa carrière. Une statue morbide. Un mot. Une condamnation. Et tout bascule. Car derrière cette statue, ce n'est pas l'art qui le choque. C'est l'idée même de réduire Johnny à un objet figé, froid, spectaculaire. Où est l'homme? Où est l'artiste?
Où est la chaleur de celui qui chantait avec les tripes et vivait comme une flamme? La question le hante. Comment peut-on prétendre honorer un ami en le transformant en décor? Laetitia, elle, présente l'œuvre comme un hommage national. Un symbole de force, de liberté, de légende. Mais Eddie ne voit qu'une mise en scène creuse, une caricature. Plus il observe, plus il ressent une gêne profonde, presque physique. Il connaît Johnny depuis l'époque où il roulait sur des routes poussiéreuses, sans caméra, sans marketing. Pour lui, Johnny n'était pas une statue. Il était une respiration, un vertige, un cri. Comment enfermer cela dans du métal? Et cette statue n'est que le début. Viennent ensuite les expositions grandioses, avec lumière scintillante, écran géant, objets personnels sous vitrine. Viennent les concerts hommages, les albums posthumes retouchés, les éditions spéciales, les documentaires calibrés pour le public. Chaque projet est annoncé comme un acte d'amour. Mais Eddie, lui, se retire. Il refuse d'y assister. Il refuse même d'apparaître en soutien symbolique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'y reconnaît pas. Parce qu'il n'y reconnaît plus Johnny. Fact, Laetitia multiplie les initiatives pour entretenir la légende. Émotion, Eddie y voit une trahison de l'intime. Morale, peut-on transformer une mémoire en produit sans la dénaturer? La question devient brûlante. Et chaque fois que Laetitia lance un nouveau projet, une nouvelle plaie s'ouvre entre elle et Eddie. Pour lui, ces hommages ne sont pas des gestes de cœur mais des vitrines, des opérations pensées pour maintenir un empire. Il se répète, Johnny n'avait pas besoin de tout ça. Une voix, une présence, un regard. Cela suffisait. Alors pourquoi ajouter tant d'artifices? Pourquoi toutes ces lumières quand l'ombre de l'absence parle déjà si fort? Pourquoi ces objets mis sous verre alors que Johnny détestait être figé? Qui, au fond, cherche-t-on à rassurer? Le public, la famille, ou une conscience culpabilisée par la tempête médiatique? Eddie, à chaque interview, durcit le ton. Il parle de mise en scène, de spectacle, de commercialisation. Et derrière ces mots, c'est une blessure intime qui se révèle. Il ne reconnaît plus son ami dans cette succession de monuments. Il ne reconnaît plus l'esprit rock. Il ne reconnaît plus l'authenticité qui faisait tout. Laetitia, elle, encaisse ses critiques comme des coups en plein cœur. Elle se voit non comme une gestionnaire, mais comme la dernière gardienne d'un royaume. Elle estime accomplir ce que Johnny souhaitait, rester vivant dans le regard du public, transmettre un héritage à ses filles, prolonger l'étreinte avec les fans. Alors qui a raison? Qui protège vraiment Johnny? Qui le trahit? Et plus la tension monte, plus la question devient insoluble. Ce n'est plus une querelle autour d'une statue. Ce n'est plus un désaccord sur un album posthume. Ce n'est plus un problème esthétique. C'est un combat de valeurs. Un affrontement entre deux visions irréconciliables de la mémoire. Un choc entre la fidélité brute d'Eddie et la stratégie mémorielle de Laetitia. La fracture est là, irréversible. La discorde glisse du terrain artistique au terrain moral. La statue n'était qu'un symbole. Le véritable drame, lui, se joue dans l'invisible, ce que chacun croit être la vérité de Johnny. La véritable déflagration ne vient pas d'une statue ni d'un album posthume. Elle vient d'un mot. Un silence. Une absence. Car avant les critiques, avant les polémiques, il y avait une histoire que personne n'aurait imaginé voir s'effondrer. Eddie et Laetitia étaient proches. Presque une famille. Alors comment cette proximité a-t-elle pu se transformer en champ de ruines? Tout commence par un paradoxe glaçant. Eddie Mitchell, celui que Johnny appelait son frère, était aussi le parrain de Laura Smet. Il avait vu la petite naître, grandir, douter, souffrir. Il connaissait ses fragilités aussi bien que ses fureurs. Et le jour où Laura apprend qu'elle est évincée du testament, c'est vers qui qu'elle se tourne instinctivement. Vers Eddie. Toujours discret. Toujours droit. Toujours là. Et là, le drame intime surgit. Comment un homme qui a promis de protéger une fille peut-il rester silencieux quand elle dit se sentir trahie par son propre père? Cette question ronge Eddie. Elle l'obsède. Elle rend impossible toute neutralité. Alors, pour Laura, pour David, pour la mémoire de ce qu'il croit juste, il prend position publiquement. Il brise la frontière invisible entre l'amitié et la vérité. Et ce jour-là, sans qu'il le sache encore, il coupe un fil précieux qui le reliait à Laetitia. Car pour elle, ce soutien affiché est un coup de couteau. Une douleur intime. Une rupture d'alliance. Elle se souvient de tous les dîners, des confidences, des instants où ils formaient un cercle soudé autour de Johnny. Elle voit en Eddie quelqu'un qui aurait pu atténuer la violence médiatique, apaiser les tensions, réconcilier au lieu de diviser. Pourquoi a-t-il choisi l'autre camp? Pourquoi cette exposition publique?
Pourquoi ces mots au lieu d'un dialogue privé? Les questions s'empilent, s'épaississent, deviennent une muraille. Eddie, lui, pense exactement l'inverse. Il estime que le silence serait une trahison. Que certaines vérités doivent être dites sans filtre, même si elles blessent. Même si elles brisent. Il ne supporte pas l'idée qu'un ami de 50 ans puisse déshériter ses propres enfants. Il ne supporte pas non plus d'être témoin, impassible, d'une douleur qu'il juge injuste. Alors qui trahit qui? Qui déçoit qui? Qui perd qui? La fracture ne tarde pas à se transformer en abîme. Un jour, Eddie refuse une invitation. Un autre jour, Laetitia apprend dans la presse une nouvelle critique venant de lui. Puis les regards s'évitent. Puis les mots se crispent. Puis le silence s'installe. Un silence lourd, métallique, presque irréparable. Et derrière ces non-dits, un drame plus profond se joue. Eddie n'a pas seulement perdu un ami. Il a l'impression de perdre toute une famille élargie, celle qu'ils avaient construite avec Johnny au fil des décennies. Un clan d'artistes, de frères d'armes, de complicités nocturnes et de secrets partagés. Une constellation où chacun avait une place. Où chacun existait par rapport à l'autre. Et soudain, tout se fissure. Laetitia, de son côté, vit ce détachement comme un abandon. Elle voit dans chaque déclaration d'Eddie un jugement, une accusation, une condamnation. Elle ne comprend pas pourquoi un homme qu'elle respectait choisit de régler ses comptes publiquement. Où est passé le lien? Où est passé le respect? Où est passée la loyauté? Et au milieu de cette fracture, un fantôme flotte, Johnny. Celui qui n'est plus là pour remettre de l'ordre. Celui qui n'est plus là pour dire arrêtez. Celui qui n'est plus là pour choisir. C'est peut-être cela, la plus grande tragédie. La rupture entre Eddie et Laetitia n'est pas née d'une trahison. Elle est née d'une absence. D'un vide que personne ne sait combler. D'un manque qui amplifie chaque mot, chaque geste, chaque maladresse. À la fin, ce n'est plus une dispute. Ce n'est plus un débat. C'est une déchirure humaine. Une fracture intime. Une blessure qui continue de saigner dès que l'un prononce le nom de l'autre. Le véritable affrontement éclate lorsque la question la plus dangereuse, la plus taboue, la plus tranchante s'impose soudain. Les hommages à Johnny sont-ils sincères, ou sont-ils devenus un business? Cette interrogation, longtemps murmurée dans l'ombre, Eddie Mitchell la prononce enfin à voix haute. Et ce simple doute suffit à faire trembler tout l'édifice bâti autour de la légende Hallyday. Car Laetitia, depuis la mort de Johnny, a pris en main chaque aspect de l'héritage. Les statues monumentales, les concerts hommages, les expositions itinérantes, les albums posthumes, les produits dérivés, les documentaires, les licences. Chaque projet est annoncé comme une célébration. Chaque événement est présenté comme un devoir. Mais pour Eddie, tout cela sonne faux. Trop brillant. Trop orchestré. Trop rentable. Il se pose la question que beaucoup n'osent pas formuler. Quand l'hommage dépasse-t-il la mémoire pour devenir stratégie? Quand la légende devient-elle une marque? Quand l'artiste devient-il une vitrine? Cette inquiétude le ronge. Elle l'énerve. Elle le réveille la nuit. Car il n'a pas connu Johnny comme un logo. Il l'a connu comme un homme, généreux, fragile, impulsif, parfois perdu, toujours authentique. Alors comment accepter que son souvenir soit emballé, vendu, projeté comme un spectacle permanent? Les faits s'accumulent. Eddie refuse d'assister à l'exposition immersive. Il décline les invitations aux commémorations. Il ne participe à aucun album posthume. Il affirme, froidement, « Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi ». Émotion. Derrière ces refus, il y a une douleur. La douleur de voir un ami réduit à des écrans LED, à des hologrammes, à des mises en scène. Morale. Peut-on honorer un artiste tout en contrôlant chaque centimètre de son image? Et là, une nouvelle accusation apparaît. Selon Eddie, certains projets musicaux, certains duos, certaines reprises auraient été bloquées par Laetitia elle-même. Pourquoi? Pour préserver un contrôle exclusif? Pour éviter que d'autres voix ne dialoguent avec celle de Johnny? Pour empêcher que les proches participent à la construction de la mémoire? La question se pose, brutale, dérangeante. Qui décide de ce qui est bon pour Johnny? Laetitia répond en affirmant qu'elle agit pour protéger ses filles, pour maintenir la flamme vivante, pour transmettre l'héritage aux générations futures. Elle insiste. Sans ces projets, Johnny risquerait de disparaître de l'espace culturel. Mais Eddie voit l'inverse. Ce trop-plein d'images, cette saturation médiatique, cette multiplication de symboles artificiels étouffe l'essentiel. Le vrai Johnny. Celui qu'il a aimé. Alors qui dit vrai? Qui protège? Qui dénature? Qui célèbre? Qui exploite? Qui continue l'œuvre et qui la transforme? Les interrogations deviennent vertigineuses,
presque métaphysique. Car au fond, ce conflit n'a plus rien à voir avec une statue, un album ou une exposition. Ce n'est plus un désaccord esthétique. Ce n'est plus une question d'argent. C'est un choc de vision. Un duel de valeurs. Une confrontation entre deux définitions opposées de la fidélité. D'un côté, Laetitia se veut la gardienne officielle, celle qui organise, structure, montre, transmet. De l'autre, Eddie défend une mémoire intime, brute, dépouillée, fidèle à l'homme plutôt qu'au symbole. La fracture devient philosophique. Quel est le vrai hommage? Celui qui multiplie les lumières, ou celui qui garde vivante l'ombre d'un homme? Et c'est là, précisément, que tout se brise. Plus personne ne parle du même Johnny. Plus personne ne protège la même histoire. Plus personne ne se bat pour la même vérité. Ce qui aurait dû unir divise. Ce qui aurait dû apaiser incendie. Ce qui aurait dû honorer déchire. Le conflit, désormais, dépasse les personnes. Il devient un combat moral. Un combat pour la définition même du mot « héritage ». Le plus troublant dans cette histoire n'est pas ce qu'Eddie Mitchell dit, mais le moment où il choisit de le dire. À 83 ans, alors que tout pourrait s'éteindre dans la douceur, il décide soudain de frapper, fort, sans filtre, sans diplomatie. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet éclat brutal après des années de retenue? Qu'est-ce qui pousse un vieil ami à transformer sa peine en vérité coupante? La première réponse est simple, presque vertigineuse, le temps. À 83 ans, le temps ne s'étire plus. Il se rétrécit. Il pèse. Il presse. Eddie le sait. Chaque mot qu'il ne dira pas aujourd'hui pourrait disparaître avec lui demain. Alors il parle. Parce qu'il n'a plus rien à prouver. Plus rien à perdre. Et surtout, plus rien à cacher. Mais derrière cette urgence, il y a une douleur plus sourde. Une douleur qui date de 2017, du jour où Johnny est parti. Eddie ne pleure pas seulement un artiste. Il pleure un ami. Un frère. Une partie de lui-même. Et lorsque, année après année, il voit la mémoire de cet ami transformée en spectacle, en marchandise, en cérémonie calibrée, la douleur devient colère. Une colère froide. Une colère qui ronge. Une colère qui finit par éclater. Alors, parle-t-il pour accuser Laetitia? Ou parle-t-il pour protéger une mémoire qu'il estime menacée? Où se situe la limite entre la dénonciation et la fidélité? Entre l'amertume et l'amour? La question devient un labyrinthe. Eddie l'explique à demi-mot. Les versions officielles finissent toujours par l'emporter. Les statues remplacent les souvenirs. Les expositions remplacent les confidences. Les discours publics effacent les vérités intimes. Et lui, le témoin, le frère d'armes, refuse de laisser Johnny devenir une légende figée. Il veut que survive l'homme, pas seulement le mythe. C'est pourquoi il parle. Pour rétablir un équilibre. Pour remettre de la chair là où l'on met du bronze. Pour remettre de la sincérité là où l'on met du spectacle. Et puis il y a quelque chose de plus intime encore. Une peur. La peur que le Johnny qu'il a connu, celui qui riait trop fort, qui vivait trop vite, qui aimait trop profondément, soit englouti sous des couches de symboles artificiels. La peur que les générations futures ne voient plus qu'un hologramme, une statue, un nom imprimé sur des t-shirts, et non un être humain. Alors ces mots deviennent un testament moral. Un dernier devoir. Une dernière fidélité. Et cette fidélité, il l'assume jusqu'au bout, même si elle blesse, même si elle divise, même si elle scandalise. Car à cet âge-là, à cet instant précis de la vie, une seule question compte. Que restera-t-il vraiment? Les hommages officiels? Les objets rutilants? Ou les vérités prononcées par ceux qui ont partagé la lumière et l'ombre? Le vieil homme parle parce qu'il sait que bientôt, ce ne sera plus possible. Il parle parce qu'il refuse que le silence devienne mensonge. Il parle parce qu'il croit encore, malgré tout, que la sincérité peut sauver une mémoire. Et c'est là que réside la beauté tragique de sa prise de parole. Il ne se bat pas contre une femme, il se bat contre l'oubli. Il ne défie pas Laetitia, il défie le temps. Il ne défend pas seulement Johnny, il défend l'idée qu'un artiste ne doit jamais être avalé par le commerce de sa propre légende. Ainsi, à 83 ans, Eddie Mitchell ne fait pas un scandale. Il laisse une trace. La dernière. La question tombe comme une enclume, lourde, implacable, impossible à contourner. À qui appartient vraiment Johnny Hallyday? À sa veuve? À ses enfants? À ses amis de toujours? Ou à tout un pays qui a grandi, pleuré, aimé à travers sa voix? Cette question, qui semblait abstraite pendant des années, devient aujourd'hui brûlante. Parce qu'au-delà des statues, des hommages et des albums posthumes, c'est une bataille de sens qui se joue. Une bataille pour la définition même de la mémoire.
Une bataille où chacun revendique une part de vérité. Et c'est Eddie Mitchell, encore lui, qui ose dire ce que beaucoup n'osaient qu'effleurer. Pour lui, Johnny n'appartenait pas à une seule personne. Il n'était pas un territoire privé. Il n'était pas une propriété. Il était une constellation d'amitié, de liens, de cicatrices et d'éclats de lumière. Il appartenait à ceux qui l'avaient aimé dans le vrai, pas dans le calcul. Mais Laetitia, elle, porte une autre vérité. Une vérité intime, déchirante, parfois mal comprise. Pendant 23 ans, elle a partagé la vie d'un homme en guerre contre lui-même. Elle a veillé ses nuits d'angoisse. Elle l'a accompagné dans ses rechutes, ses renaissances, ses excès, ses respirations. Alors comment ne pas comprendre qu'elle se sente légitime? Comment ne pas entendre qu'elle se voit comme la dernière gardienne d'un monde fragile? Et nous, que savons-nous réellement de ces nuits où Johnny ne parlait qu'à elle? De ces silences où il posait sa tête sur son épaule? De ces décisions prises dans l'urgence, la peur, la maladie? C'est là que tout devient flou, glissant, presque insoluble. Laura et David, eux, portent une autre part du puzzle. Une part blessée. Une part fondatrice. Ils sont la première famille. Les premières mains qui ont tenu Johnny. Les premières voix qu'il a entendues le matin. Alors comment accepter d'en être effacé dans un document juridique, aussi légal soit-il? Comment ne pas voir là une fracture symbolique aussi immense que douloureuse? Et au milieu de cette guerre émotionnelle, une autre question surgit. Un artiste est-il encore un homme après sa mort, ou devient-il un monument que chacun s'arrache? Les fans, eux aussi, réclament leur place. Des millions de personnes qui ont vécu leur vie au rythme des chansons de Johnny. Ceux qui disent « il est à nous ». Nous l'avons porté. Nous l'avons suivi. Sans nous, il n'y aurait pas eu de légende. Alors qui a raison? Peut-être que la tragédie se trouve justement là. Chacun détient une vérité, mais aucune vérité n'est complète. Eddie signifie « respectons l'homme. Ne le transformons pas en produit ». Laetitia dit « préservons la légende. Faisons-la vivre ». Les enfants murmurent « rendez-nous notre père ». Le public crie « rendez-nous notre Johnny ». Et la mémoire se déchire. Et l'héritage se fragmente. Et le mythe se brouille. C'est ici que le récit bascule dans quelque chose de plus profond. Ce n'est plus une histoire de famille. Ce n'est plus une affaire d'argent, de droit, de statut. C'est une réflexion sur ce que devient un être aimé lorsqu'il cesse d'appartenir à lui-même. Quand une légende meurt, elle ne disparaît pas. Elle se divise. Elle se multiplie. Elle se transforme en 1000 vérités concurrentes. Et peut-être que le dernier cri d'Eddie, ce cri prononcé à 83 ans, n'était pas une attaque. Peut-être que ce n'était pas une vengeance. Peut-être que ce n'était même pas un reproche. Peut-être que c'était seulement une façon de dire. N'oubliez pas l'homme. Ne laissez pas le bruit dévorer sa musique. Alors que reste-t-il, aujourd'hui? Les monuments? Les polémiques? Les blessures ouvertes? Ou les mots d'un ami qui, avant de s'effacer lui aussi, a voulu déposer une vérité simple, brute, sans maquillage? La réponse, désormais, n'appartient plus à Eddie. Ni à Laetitia. Ni même aux enfants de Johnny. Elle appartient à chacun de nous. Car une légende n'appartient jamais à une seule personne. Elle appartient à ceux qui la portent, la défendent, la questionnent, la pleurent. Et vous, que choisirez-vous de retenir? Les statues qui brillent? Ou les paroles d'un vieil ami qui, au crépuscule de sa vie, a préféré la sincérité au silence?